Bienvenue sur Ways of Blooming, un podcast pour s'épanouir personnellement, spirituellement et dans sa relation à l'autre. Je m'appelle Annabelle, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple et dans ce podcast, j'aborde des sujets qui me passionnent à la fois personnellement et professionnellement. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 comportements qui tuent ton couple. C'est un peu intense comme message, mais c'est la vérité. Puisque je vais aborder les 4 grands comportements qui ont été identifiés par John Gottman dans ses études sur les couples pendant de nombreuses années et où il a identifié du coup de manière scientifique pourquoi et comment ces 4 comportements prédisent véritablement l'effondrement d'un couple et le divorce dans les cas où le couple est marié. Et donc je vais parler point par point de ces 4 comportements, que sont-ils, de quoi il s'agit, et aussi quels sont leurs antidotes, puisque ces comportements ont des antidotes, et tout ça dans le but de t'aider à mieux comprendre ton couple, et surtout de pouvoir mieux prévenir les difficultés, puisque tout couple, évidemment, sur le long terme, finira toujours par rencontrer des difficultés. Mais si on peut éviter les grosses erreurs, si on peut prendre la responsabilité de soi-même et apprendre ce qui de toute façon ne va pas fonctionner et ce qui de toute façon va mener à la destruction de notre couple, eh ben c'est très bien. Du coup, ce sont donc les recherches de John Gottman, qui est un psychologue et chercheur. Et il a, dans les années 1970, fondé à l'université de Washington aux États-Unis ce qu'il a appelé le Love Lab, où en fait il a amené des couples à se retrouver et passer du temps ensemble pendant 24 heures dans une sorte de laboratoire/appartement dans lequel en fait les couples pouvaient passer du temps, du coup 24 heures. Et le but était de collecter le plus de données possible sur ce couple, sur leurs habitudes, sur leur comportement l'un avec l'autre, puisque les couples étaient enregistrés de manière, avec des caméras enregistrées, filmés, enregistrés avec de l'audio. Et ils avaient aussi des capteurs physiologiques sur leur corps pour mesurer leur rythme cardiaque, leur pression artérielle, etc. Donc vraiment, tout était mesuré pour comprendre véritablement qu'est-ce qui se passait quand on observait ces couples pendant 24 heures, quel genre de schéma se mettait en place, quel comportement ils avaient l'un envers l'autre. Et tous ces comportements étaient codés minutieusement avec des systèmes d'analyse comportementale, ce qui fait que chaque interaction pouvait être codée selon une catégorie émotionnelle spécifique, donc selon le type d'affection, le type d'intérêt, s'il y avait du sarcasme, s'il y avait du mépris, s'il y avait du colère, s'il y avait de la tristesse, s'il y avait du retrait, tout était codé comme ça, ce qui a fait que ça a permis de quantifier les émotions et les comportements qui étaient exprimés dans leurs échanges. Et ensuite, John Gottman et son équipe ont suivi ces couples sur plusieurs années, parfois plus de 10 ans, pour savoir si le couple restait ensemble, si le couple se séparait, divorçait, et quelle dynamique prédisposait à ces différentes issues. Donc c'était vraiment une étude très intéressante sur l'observation de ces couples et ensuite, sur le long terme, la prédiction de ce qui allait se passer dans leur futur. Et du coup, voilà, à travers toutes ces observations, il y a des schémas très constants qui ont été observés et mesurés, et en particulier la présence répétée de certains comportements qui étaient un indicateur très fort de divorce. Et il s'avère que John Gottman a même réussi à prédire avec 90% de précision si un couple allait divorcer ou pas, simplement en observant leur conversation pendant 15 minutes. Ce qui est assez dingue. Et donc, pour en arriver à ces 4 grands comportements, John Gottman les a intitulés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et ceci est une référence biblique, parce que les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans la Bible, ce sont les 4 annonciateurs de la fin du monde. Et donc, c'était une référence au fait que ces 4 cavaliers sont les annonciateurs de la fin d'une relation. Alors, quels sont ces grands 4 comportements à éviter ? Les voici. Nous avons en premier lieu la critique. En deuxième lieu, se mettre sur la défensive. En troisième lieu, nous avons mettre un mur. Et le quatrième, c'est le mépris. Alors voilà, je vais y aller point par point maintenant pour expliquer quels sont ces 4 comportements, donner des exemples de à quoi ça peut ressembler et ensuite je vais parler de leurs antidotes. Numéro 1, la critique. La critique, c'est quelque chose
que je vois encore et encore et encore et encore dans les couples que je suis. C'est vraiment, je pense, celui de ces 4 comportements qui est le plus répandu, le plus utilisé. Les gens n'arrivent pas à s'en empêcher. Une fois qu'il y a des conflits qui surgissent, qui surviennent dans un couple, la critique ressort toujours. C'est absolument dingue. Qu'est-ce que ça veut dire la critique? Ça veut simplement dire blâmer, accuser, mettre la faute sur l'autre, pointer du doigt l'autre et dire c'est toi qui as tort. Voilà. Donc ça peut être tout, n'importe quoi. Voilà, tu ne fais jamais la vaisselle, tu es jamais là pour moi, tu t'en fiches de ce que je ressens, tu es fainéant, tu es colérique, tu es absent, tu es nul, tu es incapable. Et puis ça peut bien sûr escalader en bien pire que ça, avec des insultes bien plus destructrices encore. Mais donc voilà, ça c'est tous des exemples de la critique. Ça peut prendre des formes multiples et c'est pour ça que voilà, c'est ce comportement qui est le plus répandu. En fait, dès que la personne dans le couple commence sa phrase par tu ne fais jamais ou tu es ou tu voilà, dès que tu commences par tu, généralement ce qui va suivre c'est une accusation, une critique. En tout cas dans les couples où il y a beaucoup de conflits. Et du coup, j'en viens au deuxième comportement, se mettre sur la défensive, puisque la critique et la mise sur la défensive sont extrêmement liées. C'est-à-dire que généralement, ils vont de pair, il y a une personne qui critique, il y a l'autre qui se met sur la défensive, puisque se mettre sur la défensive, ça veut dire rejeter la responsabilité. Donc, essayer de se défaire de la responsabilité. Dire, voilà, non, c'est pas moi, non, j'ai pas fait ça, je sais pas de quoi tu parles, tu inventes, non, c'est pas vrai. Enfin bref, voilà. Tout ce qui touche à non, c'est pas vrai, non, c'est pas moi, c'est se mettre sur la défensive. Ou bien, alors ça aussi c'est une autre manière de se mettre sur la défensive, c'est de rétorquer avec une autre critique, ou de rétorquer avec quelque chose d'autre. Ça aussi je le vois tout le temps, c'est une personne parle de quelque chose, et puis l'autre va dire « Oui, mais toi aussi tu l'as déjà fait. Oui, mais t'avais réfléchi à l'autre fois où toi t'avais fait ça, tu te souviens ?» Et ben voilà, donc ça c'est aussi une autre manière d'essayer de se défaire de la responsabilité. Et la critique et la défensive, c'est vraiment comme un match de ping-pong. Dans les couples que je vois, c'est tellement courant que voilà, on se lance à balle et puis on se relance à balle et puis ça n'en finit pas. Et on n'arrive plus à s'écouter, on n'arrive plus à communiquer de manière efficace, simple et vulnérable. Et puis je préciserai quand même que de mes observations personnelles dans les couples que je suis, c'est quand même plus souvent les femmes dans les couples hétérosexuels qui sont dans la critique. Et ce n'est pas très surprenant parce que, pour le coup, dans les recherches, ça a aussi été démontré que ce sont les femmes qui initient les discussions difficiles et les discussions de problèmes dans le couple à 80%. Donc 80% des discussions de problèmes dans les couples sont initiées par les femmes. Donc c'est pas très étonnant que vu que ce sont les femmes qui initient le plus souvent ce genre de discussions, ce sont les femmes qui sont le plus souvent dans la critique. Et bon, il y a plein de théories différentes à pourquoi est-ce que les femmes sont celles qui initient plus souvent ce genre de discussion. Il y a le camp de, voilà, les femmes ont été socialisées à plus parler de leurs émotions, ont plus de facilité à exprimer leurs ressentis, leurs émotions. Donc c'est pour ça qu'elles vont plus facilement parler des problèmes aussi. Les femmes sont généralement quand même plus sensibles aux fluctuations de la connexion émotionnelle dans une relation aussi. C'est quelque chose que j'observe tout le temps aussi, c'est que la femme va être plus sensible à s'il y a une déconnexion émotionnelle de son partenaire, alors que lui va être moins sensible à ça. Et donc de nouveau, ça ferait du sens que, vu que c'est elle qui va initier ce genre de discussion, ce genre de plainte ou de demande, et ben elle va plus facilement tomber dans la critique de son partenaire. Et puis voilà, en réponse à ça, beaucoup d'hommes se mettent sur la défensive et donc essayent de se défaire de cette responsabilité. Bien que, évidemment, tout genre peut se mettre sur la défensive et beaucoup de femmes se mettent aussi sur la défensive. Mais voilà, c'est juste pour expliquer que souvent ce schéma se retrouve comme ça dans les couples hétérosexuels. Et puis en troisième lieu, nous avons mettre un mur. Alors qu'est-ce que ça veut dire mettre un mur? Ça veut dire littéralement se fermer, mettre un mur. C'est comme si je construisais un mur devant moi et que je me ferme entièrement à l'autre, que je me mure dans le silence souvent aussi et je refuse de communiquer. Donc ça peut être fait de manière consciente ou inconsciente. Souvent, c'est un mécanisme d'autoprotection. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que la personne va souvent se fermer entièrement et arrêter de parler.
Alors des fois, ça peut être simplement au sein d'une conversation, la personne arrête de parler et se ferme pendant quelques minutes à quelques heures, mais ça peut être plus que ça. Il y a des personnes qui se ferment et mettent un mur pendant des jours et des semaines, et ça, c'est vraiment extrêmement nocif parce que ça ferme entièrement la porte à la conversation et à tout type de connexion. Et d'ailleurs, c'est un comportement qui peut vraiment rendre fou l'autre partenaire. J'observe ça aussi, c'est que quand la personne se sent totalement ignorée, c'est extrêmement difficile de vivre ça. Ça peut être ressenti vraiment comme une punition, même si ce n'est pas l'intention de la personne qui fait ça, de le faire comme une punition, mais ça peut vraiment être ressenti comme une punition par celui qui est le réceptacle de ça. Et souvent, dans les couples où il y a une dynamique d'anxieux et d'évitant, et si tu veux en savoir plus sur la dynamique d'anxieux et évitant, j'ai fait 3 épisodes sur cela. Tu peux aller voir dans ma liste d'épisodes. Mais voilà, dans la dynamique anxieux-évitant, c'est très souvent, bien sûr, l'évitant qui va mettre un mur, puisque voilà, l'évitant est celui qui évite le conflit, celui qui se referme sur lui-même. Et l'anxieux, généralement, du coup, va encore plus essayer de s'engager, et encore plus essayer d'entamer une discussion, encore plus essayer d'interagir avec la personne évitante. Et en fait, voilà, ils se retrouvent dans des cycles comme ça, très difficiles à vivre pour les deux, où l'un a l'impression que l'autre l'ignore totalement et le rejette, et puis celui qui met un mur, il se sent totalement submergé, il a l'impression d'être agressé, et donc c'est pour ça qu'il se referme encore plus sur lui-même. Donc voilà, mettre un mur, ça peut paraître en apparence comme ça, comme si la personne ne faisait rien, parce qu'il n'y a pas d'interaction verbale, mais c'est très très nocif quand même. Et puis le 4e comportement, le 4e cavalier de cette apocalypse, c'est le mépris. Le mépris, c'est en gros quand on donne l'impression à quelqu'un d'autre qu'on est supérieur. Donc il y a un peu ce sentiment qu'on veut d'ailleurs donner à l'autre, qu'on est meilleur que lui, qu'on est supérieur, qu'on sait mieux que lui. Et donc souvent ça s'observe par, pas forcément verbalement en fait, mais ça s'observe beaucoup dans le langage non verbal, où la personne va commencer à lever les yeux au ciel, et puis à souffler, et puis vraiment avoir cette attitude un peu genre cause toujours, de toute façon t'y comprends rien, de toute façon t'es vraiment en dessous quoi. Et donc c'est à travers voilà, ce langage non verbal, et bon ça peut aussi être à travers du langage verbal où on le dit ouvertement que on est mieux et que l'autre a rien compris, ou bien voilà, il y a aussi beaucoup de critiques dans le mépris, mais en tout cas c'est ce sentiment général que je sais mieux que toi et tu n'as rien compris. Et c'est assez violent en fait comme énergie. Surtout au sein d'un couple qui est censé être quand même une unité bienveillante et où il y a de l'amour. C'est assez violent d'observer ce mépris parce que c'est vraiment une énergie très arrogante et en fait c'est vraiment un grand manque de respect. C'est comme si on disait à l'autre bah, je te respecte plus. Et ça c'est vraiment très difficile évidemment à recevoir. Et très important de dire que c'est le pire de ces 4 comportements, c'est le mépris. Donc c'est vraiment le mépris est le plus grand prédicteur de divorce dans un couple. Quand on commence à observer ça, on est vraiment dans une zone très rouge. Donc voilà, essayez d'éviter à tout prix d'en arriver là. Mais malheureusement, évidemment, il y a des couples qui en arrivent là et qui peuvent s'en sortir, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très nocif. Donc voilà, on a ces 4 grands comportements, la critique, se mettre sur la défensive, mettre un mur et le mépris. Et maintenant, je vais parler un tout petit peu des antidotes à ces comportements. Puisqu'il y a des antidotes, il y a des manières de désamorcer tout ça et d'avoir des comportements qui vont être plus pro-relation, pro-relationnels et vulnérables. Donc en premier lieu, pour contrer la critique, l'antidote est le démarrage en douceur. Le démarrage en douceur, de nouveau, c'est quelque chose qui vient de John et de Julie Gottman. Tout ce dont je parle aujourd'hui, se sont basés sur les recherches et sur le travail de John et Julie Gottman, qui sont les 2 chercheurs et cliniciens psychologues américains. Et donc le démarrage en douceur, ça veut dire d'entamer une discussion difficile avec du langage qui est vulnérable. Au lieu de partir dans l'accusation et de pointer du doigt et de dire « tu », eh ben on va dire « je ». Il y a en anglais le I statements est quelque chose de très connu. Donc en fait, ce sont les déclarations en je. Parce que, comme je l'ai dit, au lieu de dire tu, on va dire je. Donc au lieu de dire tu ne fais jamais la vaisselle, on va dire
Je me sens triste et seule quand j'ai l'impression que tu ne participes pas aux tâches ménagères. Je me sens déconnectée de toi quand j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Je me sens très seule et triste quand tu ne réponds pas à mes messages. Je me sens incomprise quand tu essayes toujours de résoudre les problèmes plutôt que de m'écouter. Je me sens fatiguée ce soir et j'ai vraiment besoin que tu m'aides avec les enfants. Je me sens pas soutenue dans ce foyer quand j'ai l'impression que tu n'aides pas assez avec le ménage. Voilà, ça ce sont tous des exemples de déclarations qui sont en fait plus vulnérables et plus basées sur ce que je ressens moi plutôt que ce que l'autre a fait ou pas fait. Donc je prends la responsabilité de ce que je ressens et je l'exprime de cette manière-là. Alors bien sûr, tout ça, ça peut paraître un peu robotique dans le sens où ça peut paraître un peu non naturel parce que beaucoup de gens disent oui, mais c'est pas naturel pour moi de parler comme ça. Alors oui, bien sûr, c'est peut-être pas naturel et il y a une manière de te l'approprier et de le rendre plus naturel en utilisant du langage qui fonctionne pour toi parce que bien sûr, on parle tous d'une manière différente, il y aura du langage qui va nous convenir et pas. Mais l'idée, c'est de garder en tête que je parle de mes sentiments à moi, je parle de mon expérience à moi, sans pointer du doigt, sans accuser, sans mettre la faute sur qui que ce soit. Je parle juste de ce que je ressens dans cette situation. Et j'essaie de l'exprimer de manière vulnérable. Et ça, c'est, comme je l'ai dit, encore plus... Enfin, c'est pertinent pour tout le monde, mais c'est vraiment encore plus pertinent pour les femmes parce que vraiment, c'est plus souvent elles qui sont dans la critique quand même. Et donc d'apprendre à mener avec cette vulnérabilité plutôt que l'agression, ça fait vraiment une grosse différence dans la manière dont l'autre va recevoir l'information et dans la manière dont on est capable ensuite d'engager une discussion, d'engager un conflit même. Et ça, c'est à tel point important parce que c'est un autre truc aussi que les Gottman ont observé, c'est que les premières minutes d'une discussion difficile prédisent comment elle va se terminer. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça démarrage en douceur, parce que ce qui compte vraiment, c'est comment je démarre cette conversation. Si les premières minutes, on est déjà en mode fight, ça va très mal se terminer. Donc c'est aussi pour ça que, idéalement, quand on a une conversation importante à avoir, on essaye de trouver un bon moment. On essaye de trouver un moment où on est tous les deux calmes, on est tous les deux reposés, où on a la capacité de s'écouter. Parce que si on commence à entamer ce genre de discussion quand l'autre vient de rentrer du travail et qu'il a plein de trucs dans la tête et qu'il est stressé, qu'on est en milieu de un road trip avec nos gosses qui sont en train de crier dans le fond. Mais voilà, ça c'est vraiment pas les meilleures conditions pour entamer des discussions difficiles. Et forcément, ça va mal se terminer. Donc, parfois, il va être important de pouvoir avoir la capacité de rester avec son inconfort pendant peut-être quelques heures ou même une journée pour ensuite attendre d'amener un sujet à son conjoint. Ça peut être aussi simple que de demander la permission aussi. Simplement de demander « Hey, est-ce que tu as un moment pour discuter juste maintenant ou pas ? Et si t'as pas un moment, est-ce que tu peux me donner un autre moment quand tu seras disponible ?» Rien que de demander ça, c'est déjà énorme parce que ça veut dire qu'on respecte le temps de l'autre, on respecte le fait qu'il va pas être tout le temps disponible pour discuter de 100 000 sujets. Et ça veut dire qu'on va... En plus, c'est dans notre intérêt parce que ça veut dire qu'on va avoir plus de chances d'être écouté, on va avoir plus de chances que ça se passe bien et donc on va avoir plus de chances que nos besoins soient satisfaits. C'est vraiment gagnant-gagnant. Donc, apprendre à faire ce démarrage en douceur, c'est vraiment très important pour entamer des meilleures discussions et pour faire face et contrer la critique. Et puis ensuite, l'antidote à se mettre sur la défensive, c'est, surprise, surprise, prendre la responsabilité. Donc ça veut vraiment juste dire réussir à acquiescer et à admettre quand on a un tort. Rien que de dire « oui, tu as raison, là j'ai fait ça, oui, je comprends pourquoi tu ressens ça ». Oui, t'as raison, là j'ai merdé, j'aurais pas dû faire ça, je suis vraiment désolée, ça ne se reproduira plus, je comprends pourquoi tu ressens ça. Ça, ces mots-là, cette petite phrase-là, je comprends pourquoi tu ressens ça, c'est simpliste, mais ça change tout. Vraiment, dans les couples que je vois de nouveau des fois, rien que de dire ça, ça change absolument tout à la dynamique. Parce que l'autre se sent instantanément mieux compris et instantanément, on réussit à réduire l'agression, à réduire la colère parce qu'on a l'impression qu'on est de nouveau en lien avec l'autre, on est de nouveau au contact et qu'on est surtout entendu. Donc rien que de sortir ces petites phrases pour exprimer qu'on a compris, qu'on a entendu, que oui, je suis d'accord, j'ai eu un tort dans cette situation, c'est vraiment énorme et c'est indispensable dans une relation.
Même si on a l'impression que de notre point de vue à nous, on n'a rien fait de mal, on n'a pas fait exprès, même dans ce cas-là, ce qu'on peut être sûr, c'est que l'autre nous amène pas à ce sujet pour rien. Donc, à partir du moment où l'autre a été blessé par quelque chose, même si moi j'ai pas fait exprès, je peux quand même prendre cette responsabilité. Et si je ne comprends vraiment pas, et que c'est vraiment totalement, ça me paraît totalement fou, il suffit de demander aussi, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre, ça c'est aussi quelque chose de très puissant, très simple mais très puissant, pour que l'autre puisse nous expliquer au mieux ce qu'il ou elle ressent véritablement. Plutôt que de tout de suite partir sur non, non, c'était pas moi, de dire écoute, là je comprends pas très bien, mais j'ai envie de comprendre, donc est-ce que tu peux me réexpliquer? Ou est-ce que tu peux me l'expliquer d'une autre manière? Ou est-ce que tu peux me redire qu'est-ce que tu as ressenti dans cette situation pour que je comprenne mieux? Là, tout de suite, l'autre sera super content. Enfin, vraiment, la majorité du temps, la personne va réagir en mode ah, il a vraiment envie de comprendre, il ou elle a vraiment envie de m'entendre, il ou elle a vraiment envie de me comprendre. Et ça c'est la sauce magique dans un couple, c'est il ou elle a vraiment envie de m'entendre. Et là, on n'est plus dans un match de ping-pong sans fin, là, on est dans une véritable connexion émotionnelle. Ensuite, l'antidote à mettre un mur, c'est apprendre à s'autoréguler. Pourquoi? Parce que les personnes qui mettent un mur, généralement, c'est comme je l'ai dit, un mécanisme d'autoprotection. Et ça veut dire que généralement, elles ont beaucoup d'émotions qui sont en train de se jouer à l'intérieur et elles ont du mal à les gérer. Et du coup, il y a un peu cette réaction du freeze, de la sidération en français, où en fait, on n'arrive plus à bouger, on n'arrive plus à rien dire et on se met en mode dans sa cave, quoi, dans son cocon. On a envie de se réfugier sous sa couette, on n'a plus envie de parler à personne. Et donc c'est ce mécanisme-là, généralement, qui est derrière le traitement du silence. Bien que, je le préciserai sans doute dans un autre épisode, le traitement du silence peut aussi être utilisé comme technique de manipulation. Donc ça, c'est un peu autre chose, mais en fait, c'est la même chose, mais l'intention n'est pas la même. Donc, une personne de bonne foi, quand elle met un mur, généralement, c'est qu'elle se sent submergée par des émotions et en fait, elle le fait pas exprès. Elle le fait parce que elle a jamais été habituée potentiellement à des conflits et puis ça la met en système d'alerte en fait et du coup elle n'arrive plus à se réguler. Donc ça c'est une chose, mais c'est aussi vrai qu'il y a des personnes qui utilisent le traitement par le silence comme technique de manipulation. Ça c'est autre chose et j'en parlerai sans doute dans un autre épisode. Mais tout ça pour dire que du coup, apprendre à s'autoréguler, c'est réussir à s'ancrer et à revenir dans une zone de régulation émotionnelle où on arrive à réengager une discussion. Donc par exemple, rien que de prendre une petite pause et d'aller marcher un quart d'heure ou une demi-heure, ça peut aider à ce qu'on se remette dans sa zone de confort et donc à ce qu'on puisse se réengager dans une discussion. Mais ça peut être plein de choses, ça peut être des exercices de respiration, des exercices d'ancrage dans l'instant présent. J'ai déjà mentionné plusieurs de ces exercices dans d'autres épisodes, notamment l'ancrage par les 5 sens, la respiration en carré, il y a la respiration yogique aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle le tapping, le Emotional Freedom Technique. Alors ça, j'en ai pas encore parlé, mais tu peux aller voir sur internet, on tape en fait différents points sur son visage, etc. Et ça permet généralement aussi de se réguler, de réussir à revenir dans une fenêtre de régulation et de calme. Parce que en fait, l'idée, c'est de revenir dans une fenêtre où on est capable d'être un minimum relaxé pour réussir à parler. Parce que quand on est en dehors de cette fenêtre, ça veut dire qu'on est généralement dans une zone rouge. Et donc là, dans la zone rouge, on est vraiment en mode survie. Et c'est généralement dans ce genre de cas qu'on n'arrive plus à parler, qu'on n'arrive plus à réfléchir, qu'on est dans un brouillard, etc. Une autre manière de savoir ça, c'est de mesurer son battement de cœur par minute, son BPM. Parce que notamment les Gottman ont aussi montré qu'en fait, quand une personne dépasse les 100 BPM, eh bien ça veut dire qu'ils sont en dehors de leur fenêtre de régulation et donc qu'il faut qu'ils se régulent pour revenir en dessous. Parce que quand on est au-dessus d'un certain BPM, ça veut dire qu'on est vraiment en mode survie à ce moment-là et qu'aucune bonne chose ne va venir de ce genre de discussion à ce moment-là. Donc il y a certains thérapeutes de couple, notamment ceux qui sont formés en Gottman, qui littéralement mesurent avec un petit gadget pour mesurer les BPM, et ben ils le mettent sur le doigt de leur client
Et à chaque fois que la personne dépasse les 100 BPM, eh ben, on doit tout arrêter et on doit faire quelques exercices de respiration, d'ancrage pour que ça descende un coup et pour qu'on puisse se réengager dans la discussion. Alors ça, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais en tout cas, c'est intéressant de garder ça en tête vis-à-vis de soi-même, en fait. Si j'ai l'impression que je commence à avoir mon cœur qui bat très très vite, eh ben, ça peut être un signal pour moi que j'ai dépassé ma fenêtre de tolérance. Donc c'est important de connaître ces différents signaux. Ça peut être les battements de cœur, ça peut être la transpiration, ça peut être les tremblements, ça peut être quand j'arrive plus à bien réfléchir, ça peut être quand je commence à élever ma voix, quand je commence à crier un petit peu. Tout ça, ce sont des signaux que potentiellement je suis en dehors de cette fenêtre de régulation et donc qu'il serait bien potentiellement de me réguler. Mais la chose très importante à garder en tête, c'est que quand je dis à mon partenaire que j'ai besoin de me réguler ou que j'ai besoin d'aller faire une marche ou de la respiration, que je réussisse à le communiquer. Donc c'est pas juste je vais faire ça dans mon coin sans rien dire à l'autre, parce que ça, de nouveau, l'autre va très mal le prendre sans doute. C'est écoute, là, je me sens vraiment submergée, j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de faire une pause, je peux revenir dans 30 minutes ou dans 1 heure, mais vraiment là, je me sens submergée. Ou bien là, j'arrive plus à parler, j'ai besoin d'aller marcher, est-ce que s'il te plaît, on peut revenir dans 1 heure? Voilà, ça aussi, c'est communiquer à l'autre qu'on a envie de réussir à discuter, on a envie de régler le problème, mais on a besoin de prendre un temps pour soi. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup de couples n'arrivent pas à faire ce break, à faire cette pause avant d'avoir atteint leurs limites à tous les deux. Et puis ensuite, là, ils commencent à entrer dans des escalades de conflits où les deux sont en train de crier ou en train de s'insulter. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste. Et puis ensuite, les deux vont le regretter. Tout ça parce que si seulement ils avaient pu voir les signaux qu'en fait, ils commençaient tous les deux à être dans une zone rouge et que l'un des deux avait réussi à dire « Écoute, là, il faut qu'on fasse une pause. S'il te plaît, faisons une pause. » Ça peut être une grande aide pour désamorcer tout ça. Et puis, en dernier lieu, l'antidote au mépris, c'est l'appréciation et l'admiration. Parce que, évidemment, que l'appréciation et l'admiration sont l'opposé du mépris. Le mépris, c'est un manque de respect, c'est ne plus rien voir de bien chez l'autre. Et donc, il faut pouvoir cultiver cette culture au sein du couple d'appréciation et d'admiration. Et ça vaut même s'il n'y a aucun mépris qui est présent. L'appréciation et l'admiration, c'est très très important pour garder un couple sain. Et ça, de nouveau, c'est quelque chose qui malheureusement trop souvent a été abandonné ou a disparu entièrement des couples. En fait, on ne dit plus jamais à l'autre des compliments, on ne donne plus jamais du renforcement positif à l'autre, tout est dans le négatif. Et vraiment, les gens et les couples que je vois, ils sont affamés en fait, affamés de recevoir des mots positifs, de recevoir de l'appréciation, de recevoir des gestes positifs. Et donc ça, au début d'une relation, les gens le font généralement de manière assez naturelle, mais petit à petit, soit ils oublient, soit il y a les conflits qui prennent le dessus, soit ils ont l'impression que « Ah non, mais je l'ai déjà dit, donc j'ai plus besoin de le dire ». Et ça, c'est vraiment dommage parce que non, c'est pas vrai. Il faut absolument cultiver ça et continuer à dire les choses, continuer à donner ce renforcement positif, donner cette appréciation, parce que ça cultive l'amour, ça cultive la bienveillance au sein du couple. Et aussi, une personne qui se sent appréciée par son ou sa partenaire va être une personne qui va du coup être beaucoup plus à même d'avoir envie de répondre aux besoins de l'autre aussi. Si on a l'impression qu'on est sans arrêt critiqué, qu'on ne fait jamais rien de bien, que c'est jamais suffisant, c'est très difficile d'avoir la motivation de continuer à donner. Parce qu'on a l'impression que, de toute façon, c'est jamais assez bien. De toute façon, il ou elle ne sera jamais content. Et ça, voilà, pour donner des exemples un peu plus genrés, on dira, j'entends beaucoup ça de la part des hommes surtout. Qu'ils ont l'impression que c'est jamais assez bien. Que de toute façon, elle est jamais contente. Et ouais, ça veut pas dire que l'autre personne a besoin de supprimer ses besoins, mais ça veut juste dire que donner de l'appréciation, du renforcement positif et de l'admiration, c'est vraiment un moteur énorme, quoi. C'est quelque chose qui est essentiel dans un couple. Et ça motive beaucoup. Ça motive beaucoup à vouloir continuer à donner parce qu'on se sent vu, on se sent écouté, on se sent respecté. Et voilà. Donc voilà, c'est un antidote au mépris, mais ça reste quelque chose de vraiment essentiel dans toutes les relations, dans tous les couples. Et si on oublie, on peut même le noter. On peut même le noter dans ses notes de téléphone de temps en temps. Ah, aujourd'hui, il ou elle a fait ça pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ou bien,
quelles sont les qualités que j'aime encore beaucoup chez l'autre. Peut-être que ça fait des années que l'autre n'a pas entendu quelles sont les qualités que son ou sa partenaire aime chez lui, quoi. Donc ouais, on ne peut jamais trop donner de ce genre de marque d'affection, et donc ça fait vraiment du bien à tous les deux. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Pour résumer rapidement quels sont ces 4 comportements qui tuent ta relation, quels sont ces 4 cavaliers de l'apocalypse, ils sont la critique, se mettre sur la défensive, mettre un mur et le mépris. Et quels sont les antidotes à tout ça? Les démarrages en douceur, / la vulnérabilité, prendre la responsabilité, apprendre à s'autoréguler et l'appréciation et l'admiration. Et si on arrive à convertir tous ces comportements avec leurs antidotes, eh ben on est déjà bien mieux paré pour avoir une relation plus saine, qui va plus durer et qui va être plus bienveillante et où on va avoir plus d'amour et surtout où nos besoins à tous les deux vont être plus facilement satisfaits. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter des informations intéressantes. Je pense que c'est vraiment des informations essentielles que toute personne devrait connaître et donc c'est pour ça que je fais cet épisode aussi aujourd'hui. C'est pas juste les thérapeutes de couple qui devraient savoir ça, c'est la population entière qui devrait savoir ça, parce que c'est vraiment des clés et des bases de relations voilà, qui sont juste essentielles. Ça devrait limite être enseigné à l'école, je pense. Si tu as aimé cet épisode, s'il te plaît, ce serait cool si tu mets un petit 5 étoiles sur Spotify. Et puis si tu veux laisser un commentaire ou voilà, partager une réflexion, c'est toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi et puis à bientôt pour un prochain épisode.